Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face à Angers, victoire 1-0 de nos Lensois face aux Angevins, qui était une équipe en forme, qui a gagné 5 de leurs 6 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, et qui était pas mal en forme, et au final ça a donné un match qu'on a plutôt très bien maîtrisé. Enfin, c'est une équipe angevine qui m'a semblé un peu faible, ou qu'on a réussi à tenir au point de l'affaiblir. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match, sur l'entourage du match, sur l'atmosphère qui est quand même très particulière autour de Will Steele et de ses choix. Moi j'ai un peu de mal, hein. Je pense aujourd'hui qu'il y a une partie de la communauté qui a du mal avec Will Steele, qui s'est entiché de joueurs et qui a du mal à être objectif dans les choix du coach, à respecter les choix du coach. Quand on sait ce qui s'est passé la saison dernière, quand on connaît les entêtements qu'on a connus l'année dernière et qu'il fallait absolument pas avoir à redire là-dessus, je trouve aujourd'hui que les choix de Will Steele sont très discutés. Je pense que cette saison est pas forcément emballante sur le terme du jeu, etc. Mais je trouve que les attentes sont monstrueuses et que la fameuse morale, oui, bah, on sait que c'est exceptionnel, l'année de la Ligue des Champions, la 2e place, mais je crois qu'elle trotte dans la tête de plein de gens et que tout le monde a vraiment, beaucoup de gens ont vraiment du mal à ne pas prendre en compte cette saison pour juger les autres saisons. Voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est hyper sévère, même si Will Steele est pas non plus parfait, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas voilà, l'atmosphère autour c'est très compliqué, notamment avec la polémique Harvey Kofi, je vais en parler très rapidement puisqu'on va parler de la compo, que je trouve complètement surdimensionné. Je parle même pas de l'absence de Danso qui a été complètement surmédiatisé par RMC et tout le monde lui chie sur la gueule alors qu'il était clairement blessé. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Tout ça, on va en parler, il y a pas mal de choses à dire autour de ce match, même si au niveau de l'analyse, bon, on va parler aussi des choix tactiques de Will Steele, mais ça a fait beaucoup parler ce match, et j'ai hâte que le mercato se termine et que les recrutements soient faits pour qu'on arrête de parler de tout ça, et que certains tournent la page, et s'ils la tournent pas, ils savent qu'il y a un des membres qui coach à Nice, et puis que l'ancien DG, il est à Rennes, donc voilà, il y a deux clubs à suivre s'ils sont nostalgiques des choses, hein. Bon entendeur. Salut. Parce que j'en ai ras le cul, hein. C'est toujours... Enfin voilà, j'ai vu certains tweets où on parle... ah ben oui, vous avez vu comment ça joue avec Francaise. Ouais. Alors, regardez les matchs de Coupe d'Europe et vous verrez comment ça joue avec Francaise. Bref, je m'en fous. Je parle de football à Lens, moi le rêve, j'en ai rien à branler. La page est tournée, on a dit ce qu'on avait à dire, même si je vais revenir quand même dans une future vidéo actu sur les comptes du club. Tout le monde me demande en DM parce que j'ai fait circuler les comptes du club que j'ai pu récupérer via un autre tweetos, hein, parce que les comptes ont été dévoilés. Je crois que ça vient de chez Laurent Mazur et puis il y a un tweetos qui me les a envoyés et voilà, apparemment... ça circule et ça a dû tomber, je crois, dans les mains de Molina, si j'ai bien compris. D'après les dires de certains, je crois qu'il y a pas mal de tweetos qui se sont fait un plaisir d'envoyer ça à Molina. C'est vraiment des sadomaso. Ça veut remuer la merde à fond, mais j'en parlerai parce que beaucoup de monde me demande d'un peu de préciser. Alors je suis pas un expert comptable, heureusement, mais on va parler de la finalité de ces comptes-là dans une vidéo actu. On parlera mercato, puis je ferai un point là-dessus pour un peu expliquer pourquoi, pour quelles raisons le licenciement, le remerciement d'Arnaud Pouille est pour moi une chose extrêmement simple à comprendre et extrêmement juste dans la gestion de ce club. Voilà, on va passer directement à la compo. C'est parti pour la compo. C'est parti pour la compo avec dans les buts la première de Matthew Ryan, le gardien australien. Alors au niveau défensif, c'est une défense à 4 avec un duo Sarr-Grady, duo totalement inédit. À gauche, Medina, à droite, Frankowski. Milieu de terrain composé d'un binôme, c'est le duo improbable Bis. Thomasson, El Ainaoui, parce que c'est pas Diouf qui est titulaire, j'y reviendrai après. Et puis sur les côtés, en excentré, Sotoka à droite, Fulgini à gauche, et une attaque à 2 têtes. Enzola, Koyalipou. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Ben, j'ai pensé déjà la première chose, c'est que cette polémique, on va retourner à 3, on est meilleur à 3. Moi, je trouve que c'est une polémique stérile et qui, en plus, n'est pas vraie, puisque depuis qu'on est joué à 3, on a perdu, même si c'est le PSG. Et je trouve qu'à 3, on est beaucoup plus friable qu'à 2, on était beaucoup plus solide
À 2 derrière 4-3, on a encaissé beaucoup moins de buts et on a redressé la barre vraiment bien au niveau résultat. Donc pour moi, cette défense à 3 n'a plus de raison d'exister, surtout qu'en plus, offensivement, comme les joueurs qui composent le 3-5-2 sont pas bons, bah c'est très compliqué à faire évoluer, que en jouant à 4 derrière, ça libère un petit peu plus le milieu de terrain, etc. Et du coup, on joue différemment et je trouve qu'on est un peu plus intéressant offensivement, même si la finition est pas encore là. Mais en tout cas, moi j'étais persuadé qu'on jouera à 4, surtout en plus avec l'absence de Danso. Alors je vais rebondir tout de suite sur la compo et sur un peu ces polémiques-là. Donc Danso avait une douleur au genou, hein, j'en avais parlé avant que ça soit sorti par Sandrine Arestier, la très bonne Sandrine Arestier d'ailleurs. Parce que j'avais eu l'écho, hein, on m'avait dit Danso est pas là parce qu'il a une gêne au genou. Donc voilà, j'en avais parlé un petit peu avant. Et tout, pour le coup, j'ai pas eu de retour. Hein. Alors pour me chier sur la tronche quand on me dit il dit que des conneries, il s'invente une vie et puis tati tatata. Mais quand je balance la gêne au genou de Danso 2 heures avant que ça sorte, c'est bizarre, il n'y a pas de retour. Hein. Comme quoi, c'est assez fluctuant les critiques. Hein. Quand il n'y a pas de critique, il n'y a personne. Hein. C'est assez marrant. Mais en tout cas, voilà. C'est pas une grève pour aller partir je ne sais où. D'ailleurs, ça a été dit par Will Steele, il est blessé, il a une gêne au genou. Ils n'ont pas voulu prendre de risque. D'une, pour le championnat. De deux, s'il y a une offre de la Juve, parce que la Juve cherche vraiment un petit peu à se renseigner sur Danso. S'il y a un chèque de 25 millions, bien sûr qu'il partira. Mais il y a déjà un joueur un peu sur le coup au niveau remplacement. C'est Géland Mitchell, hein, qui est toujours pisté par le club, qui serait pris si Danso s'en va. Voilà la première chose. La deuxième chose de cette compo, c'est l'absence de Andy Diouf. Quand il est rentré en cours de match, on a compris pourquoi. Il avait lui aussi une gêne au genou. Il a eu un très gros strap au niveau du genou. Et c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Hein. Sinon, il aurait été titularisé. C'est les choses qui ressortent. C'est que c'est un choix au niveau de préservation du physique du joueur. Donc NEA n'est titulaire que parce que Diouf avait une gêne. C'était pas un choix d'homme... on va dire à proprement parler pour sanctionner des vraisemblablement mauvais matchs de Diouf. Je pense que Diouf a la confiance entière de Will Steele. Bien sûr qu'il doit améliorer ses prises de décision sur les 30 derniers mètres, mais pour lui, c'est un des noms qui coche en premier sur le 11 de départ. Alors, pour le reste, c'est vrai que ça a polémiqué sur le fameux retour à 5 derrière, parce que faut quand même voir que les gens qui disent ça sont les mêmes gens qui disaient au début de la saison, il y en a marre de jouer à 3 derrière, faut jouer à 4. En fait, le problème, c'est que dès que tu perds, il faut tout remettre en question, alors qu'on a vraiment redressé la barre quand on est passé à 4 derrière. Le problème aussi, c'est que comme il y a pas mal d'affect sur certains joueurs, le fait de ne plus voir Grady titulaire, ça chiffonne pas mal, et le seul moyen qu'il soit titulaire, c'est qu'il joue à 3 derrière dans la tête de beaucoup. Sauf qu'il n'a jamais été essayé à 4, même s'il y a un défaut de vitesse. Aujourd'hui, c'était le test face à Angers. Et donc il a été placé dans une défense à 4 et c'est une vraie défense à 4 hein. J'ai même vu des gars me parler de défense à 3 2 minutes avant le début du match comme si Fugini il allait jouer piston gauche. Enfin bref, à un moment donné il faut arrêter de raconter des conneries quoi. Et c'était une défense à 4 et puis c'est tout, avec bien sûr Frankowski à droite et Medina à gauche en latéral gauche. Moi je trouve que il fait le boulot même en latéral gauche. D'ailleurs je trouve qu'il est un peu plus à son aise sur un côté en axial gauche dans une défense à 4. Après c'est un avis, c'est mon avis là-dessus, c'est mon sentiment, mais en tout cas voilà pour la défense. Le reste c'est du classique dans un 4-4-2 sans numéro 10, c'est-à-dire que tu as un milieu à 2 avec Thomasson et El Ainaoui. Moi je trouve que ça fait un peu doublon parce qu'au final El Ainaoui c'est qu'un milieu de terrain défensif récupérateur, il a pas forcément une grande proportion à se projeter vers l'avant comme Diouf. Maintenant il a de très bonnes façons de passer le ballon, il a un très bon passeur, mais c'est un excellent récupérateur. Moi, je reste persuadé que la doublette Diouf NEA a plus de gueule que la doublette Diouf Thomasson. Enfin, Thomasson fait une super saison. Il est clairement pas à remettre en cause dans ce 11. Même si je pense que pour moi, sur du long terme, c'est quand même compliqué parce que c'est un joueur qui est plus sur la pente de fin que la pente de début. Donc je pense que voilà, dans une rota, oui, mais en titulaire sur le long terme avec des ambitions européennes régulières, je pense que c'est trop juste quoi. Bah, après, il fait une super saison, tu peux pas dire le contraire. Mais au final, la saison de l'année dernière est tellement catastrophique alors qu'il jouait quasi au même poste. Alors peut-être qu'il avait peut-être pas les mêmes directives du coach, donc ça change pas mal de choses. Mais il a été très bien remis en selle par Will Steele. Mais c'est vrai que NEA Diouf, pour moi, ça a plus de gueule. Sur les côtés, bah, il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire à rien. Sotoka à droite, on sait très bien que c'est pas un ailier ou c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Voilà, bon.
C'est pas son poste. Et moi, je pensais, voilà, soit milieu de terrain, soit piston, mais pas ailier offensif. Il a absolument pas les qualités pour. Et puis Fulgini, c'est parce que Pereira da Costa est en instance de départ. Ils vont sûrement pas prendre beaucoup de risques. Avec ce joueur qui vient apparemment de prendre la décision quand même de se rapprocher de Portland. J'aimerais bien qu'il parte parce que ça permettrait de libérer un salaire et des sous-sous pour recruter un ailier. Je pense que ça sera sûrement une opération blanche parce que les 7 millions qu'on va récupérer de Portland, on va sûrement les remettre sur le fameux Jérémy Bonifo, là, l'ailier nigério-suédois de Haken, sur lequel on crache déjà alors qu'il a même pas encore signé. Enfin bref, je trouve le niveau de défiance de la part de certains supporters est quand même extrêmement lourd. Enfin bref, c'est un peu compliqué quoi. Hein, mais bon, il est temps que la page se tourne des joueurs et de Francaise l'été prochain pour qu'on reparte à zéro et qu'il y ait un nouveau lien qui se crée avec de nouveaux joueurs parce que là c'est complètement pathétique ce qui est en train de se passer. Bref, en tout cas les deux ailiers sont à chier et puis devant la doublette Kouyalipou Enzola qui avait plutôt été intéressante face au PSG, qui avait montré de belles choses et qui est reconduite. Donc pour moi, en fait, je l'avais dit depuis le départ, le passage au 3-5-2 ou au 5-3-2, ce que vous voulez, pour moi, c'est uniquement face au PSG parce qu'il voulait doubler les ailes pour essayer de défendre sur Barcola Dembélé ou Barcola Doué et qu'il veut jouer à 4 derrière et qu'il retourne à 4 derrière dès qu'il peut parce que lui, il veut son 4-4-2 ou son 4-5-1 ou son 4-2-3-1, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il veut pas, absolument pas, revenir à une défense à 5 sur la longueur du championnat. Voilà. Il l'adaptera selon l'adversaire qu'il a en face de lui. Peut-être qu'il passera à 5 derrière sur des grosses cylindrées. Mais pour moi, sur le reste des équipes du championnat, il jouera à 4 derrière. Voilà. Ça, j'en parlerai après dans le débrief. Parce que je trouve que c'est pareil, les analyses sur le passage à 5, c'est quand même assez savoureux. Parce que quand on voit les demi-temps, il y a quand même des questions à se poser sur le niveau d'analyse de certains. Mais bref, en tout cas, voilà, moi je l'avais dit qu'il repasserait à 4, surtout qu'en plus, voilà, t'as pas assez de joueurs défensifs sur le banc, t'as qu'Aguilar, c'est très compliqué, quoi. Pour jouer à 5 derrière, il faut 5 défenseurs centraux, t'as pas 5 défenseurs centraux, t'en as plus que 4 de métier, hein, je parle, hein, parce que Aguilar, il peut dépanner en axial droit, mais c'est pas son poste. Donc voilà, t'as Danso, Medina, Grady, Malangsar. Voilà, t'as 4 défenseurs. Pour jouer à 5 derrière, c'est pas possible. Par contre, pour jouer à 4 derrière, c'est largement faisable, en sachant que en faisant venir Djoumaba, parce que Djoumaba va bientôt arriver, je pense que ça va s'arranger. Il y aura soit une dérogation, soit un montage différent. C'est-à-dire que le joueur va racheter son contrat, ils vont peut-être être repris par Lens avec une priorité d'achat à Manchester City avec un reprêt dans la foulée. Enfin, ils vont trouver un montage pour que le joueur ne passe pas par Manchester City si la dérogation se fait pas. Mais en tout cas, il a racheté ses parts du contrat, donc c'est un joueur libre. Donc à voir comment ça va se goupiller. Il va sûrement y avoir un arrangement entre Lens et Manchester City si la dérogation passe pas, puisqu'il n'a pas le droit de faire plus de 3 clubs sur la même saison. Il était au Sierra Leone en 2024, il a été prêté à Valladolid. Là, il va être racheté par Manchester City et jouer à Lens. Ça fait 4 clubs, sauf qu'il joue pas vraiment pour Manchester City, puisqu'il en aura joué aucun match, puisqu'il est prêté dans la foulée à Lens. Donc ils vont essayer de voir s'ils peuvent pas faire une déroue. Donc lui, il va arriver. Il y aura bien sûr ce coup-là 5 défenseurs centraux, mais Djoumaba il va jouer dans une défense à 2. Donc ce que je pense moi, c'est que soit Grady aura peut-être une porte de sortie, soit Grady il sera là en option pour jouer à 3 derrière selon ce que veut faire Will Steele, puisqu'il passe à 3 derrière quand il est mené ou quand il a en match nul pour rajouter des pistons et avoir un peu plus de poids sur les côtés et amener du monde dans la surface. Donc voilà, mais le retour à 4 est pour moi une logique absolue, c'est ce que veut faire Steele et c'est ce que fera Steele l'année prochaine quand il aura le recrutement qui ira avec et quand il dégagera tous ceux qu'il doit dégager. Voilà un peu pour la compo et ce que j'en pense. Voilà. Pour moi c'est la compo, tu peux pas faire autrement, t'as rien, des PDC, de toute façon sur les ailes, il apporte mais pas plus que les deux autres et t'as rien du tout, donc tu peux rien faire d'autre en fait, à part jouer à 5 derrière mais il veut pas, voilà. Donc, pour les raisons que je vais vous donner après, parce que moi j'ai analysé le match, et je pense que Will Steele a raison dans la manière dont il aborde le truc. Voilà un petit peu pour la compo, on va passer aux notes. Donc on y va pour les notes, on va commencer par Mathieu Ryan. Moi j'ai trouvé certains assez sévères sur Mathieu Ryan, parce qu'il faut quand même composer avec les conditions météorologiques.
Les dégagements n'ont pas été toujours bien faits, mais en même temps, vu le vent, comment il poussait, il était obligé de faire des dégagements un peu plus près du sol. Moi, je mets la note de 6 à Mathieu Ryan, enfin un match correct. Il a eu une parade à faire, il l'a faite. Moi, je l'ai trouvé très rassurant. Moi, je trouve que la défense était beaucoup plus compacte et beaucoup mieux gérée qu'avec Kofi. Moi, je trouvais qu'il y avait un problème un peu défensif avec Hervé Kofi. J'ai l'impression qu'il rassurait pas sa défense. Là, on a vu un Mathieu Ryan qui n'hésitait pas à replacer ses gars, à bien discuter avec sa défense. Je l'ai trouvé très impliqué. En plus, au niveau du jeu de pied, moi j'étais présent au tout début quand les gardiens se sont entraînés, j'étais au stade. Moi je trouve que ces dégagements étaient très intéressants et très bons. Et il y avait beaucoup moins de vent et le vent a un peu faussé le débat et ça rendait ces dégagements un peu aléatoires. D'ailleurs, le gardien adverse d'Angers a très peu dégagé. Il a beaucoup joué très près de ses défenseurs parce qu'à un moment donné, c'était pas possible de dégager le ballon. C'était trop aléatoire. Il a eu une parade à faire sur une frappe hors jeu, il l'a faite. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'il a clairement une certaine forme d'aura. Moi, j'ai trouvé que pendant l'entraînement, il n'hésitait pas à dire aux deux autres gardiens, je veux ça, je veux ci, je veux ça. C'était très intéressant à voir. Je trouve qu'il a une certaine forme d'expérience et d'aura qui commence à faire son effet. En tout cas, moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir dans des conditions météorologiques meilleures parce qu'il a quand même un sacré jeu au pied d'après ce qu'on dit, parce que je l'ai pas suivi à 100%, mais c'est un mec qui a une sacrée carrière. Voilà. Et on y reviendra là-dessus parce que dans le débrief, je reparlerai un peu de la fin ou de la conclusion sur la sortie d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la compo, mais c'est vrai que Mathieu Ryan dans les buts, c'était un choix fort. Alors, je vais en parler maintenant, comme ça sera fait. Parce que la polémique, c'est sur les propos de Will Steele en disant, le choix, c'est que Hervé Kofi a joué 4 matchs, on en a perdu 3. Ça a été très mal pris par pas mal de tweetos, de gens des réseaux sociaux, mais moi je suis désolé. C'est correct puisque c'est un fait qui peut pas être réfutable. Et je pense qu'il en a marre de justifier. Aujourd'hui, le staff n'a pas confiance en Hervé Kofi, ne voulait pas d'Hervé Kofi. Hervé Kofi ne devait jamais signer au Racing Club de Lens. Il y a eu des comportements qui sont arrivés en début de saison qui n'ont pas été acceptés par le staff. Parce que le joueur arrivé pour être titulaire, Samba ne part pas et du coup Samba est titulaire. Ils n'ont pas cherché à faire partir Samba puisqu'ils ne voulaient pas partir ailleurs qu'à Marseille et que Samba est largement devant Kofi. Donc moi je suis Will Steele, j'ai Samba, c'est le capitaine, il reste, il est premier et puis Kofi deuxième et il l'a très mal vécu et son comportement n'a pas été du tout du goût du staff. Comme son implication à l'entraînement, alors bien sûr il a eu un heureux événement, mais enfin ça n'empêche pas d'être sérieux. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que le staff n'en veut pas en numéro 1 et ça a été clair depuis le départ. Alors, certains parlent de dépipé, il n'y a pas de dépipé. Will Steele il l'a dit, pour l'instant il joue. Tant qu'il n'y aura pas d'autres gardiens, il sera titulaire, c'est normal, c'est le numéro 2. Moi je comprends ça, et ça a été clair dès le départ. Il a un numéro 1, Kofi est numéro 2, c'est tout. Donc voilà, je trouve que la polémique c'est beaucoup pour taper sur Will Steele, parce que certains n'ont pas fait le deuil de Franck Hayes, ou n'ont pas fait le deuil de leur reine de la direction, et comme ça, Will Steele a été le choix de la direction actuelle, il faut lui chier sur la gueule. Il y a quand même des gens qui posent la question de l'utilité d'avoir choisi Will Steele alors qu'on a une équipe pour jouer à 3. Mais justement, en fait, Will Steele est arrivé pour mettre sa patte sur l'équipe, et le mercato n'a pas pu être fait comme il fallait cet été, puisque 2 départs ont été loupés, Danso et El Ainaoui, et que les indésirables, alors c'est un peu dur, parce que c'est vrai que c'est pas très gentil, les joueurs sur lesquels on ne compte plus, voilà, c'est plus gentil, ne sont pas partis, d'une, parce qu'ils n'ont pas voulu baisser leur salaire, de 2, parce que personne n'en voulait, donc on se retrouve avec un mercato qui n'a pas été fait complètement l'été dernier, hein, l'été qui vient de se passer. Malheureusement, Will Steele, il fait avec le groupe qu'il a, parce que normalement, il y avait des ailiers qui étaient prévus, notamment Ali, le fameux Ali, qui a été cité là dans le mercato hiver, il devait arriver cet été, le fameux Ali. Il devait y avoir d'autres ailiers qui arrivent, un numéro 10, enfin bref, il devait y avoir des recrues pour jouer à 4. Donc voilà, Will Steele, il fait avec le groupe qu'il a. Donc je trouve aujourd'hui que de questionner le choix de Will Steele, c'est n'importe quoi. Tu choisis le coach avant de choisir les joueurs, ça me paraît simplement logique. Donc normalement, le mercato d'hiver va corriger en partie ce mercato non complété d'été, et puis l'été prochain, on va vendre toutes les valeurs marchandes, parce que c'est comme ça, et que les mecs ont mérité leur bonne sortie. Je parle de Medina, et si Danso part pas cet hiver, partira cet été, il y aura pas que Medina, je pense que Diouf et El Ainaoui partiront aussi, enfin bref, toutes les valeurs marchandes vont partir, le pactole sera reversé dans le mercato, et on va reprendre plutôt des prospects, des joueurs beaucoup moins chers, c'est ce qui va être fait.
Et il y aura une certaine forme de stressing et de mise en valeur. Le club sait le faire, donc il va continuer à le faire. Mais l'anomalie, c'est ça, c'est que sur la période des 18 derniers mois, il y a eu des recrutements trop onéreux sur des joueurs avec des trop gros salaires, difficilement revendables. Il y a eu des prolongations de contrats qui ont été mal faites avec des énormes écarts de salaire avec la prolongation. Tout ça doit être gommé et ça prend du temps. Mais aujourd'hui, questionner l'intérêt de prendre Will Steele, c'est n'importe quoi. Quand les ailiers vont arriver, qui va jouer avec de vrais ailiers, et peut-être des mecs qui sont capables de marquer, on posera plus la question parce que quand je reviendrai sur le débrief, je vais aussi revenir sur ce fameux 3-5-2 qui est mis en place en deuxième mi-temps. C'est pareil, enfin je veux dire, s'il y a un réalisme offensif, on n'a pas ce débat, voilà. Mais en tout cas, pour Ryan, moi je trouve que il fait une première qui est correcte. J'ai mis la note de 7 à Grady. 7 à Grady, il fait un bon match. Moi j'ai trouvé que à 4 derrière il avait été bon. J'avais des interrogations, je l'avais dit, hein. Je suis pas certain qu'il fasse le boulot à 4. Et il l'a fait, même si Angers a été quand même assez inoffensif. Mais il a quand même pas mal géré. Et il a été très à l'aise à 3 aussi. Sur les deux, en tout cas sur les deux systèmes, il est à l'aise. C'est un message qu'il peut envoyer à Will. En tout cas pour moi il a marqué des points. À 4 derrière il est capable de jouer. En tout cas il a fait des bonnes choses. J'ai mis la même chose à Malang Sarr. C'est vrai qu'il a été pas mal critiqué. Moi, le premier, j'avais trouvé qu'il quand même, il faisait pas mal de bourdes. Enfin, il en faisait au moins une par match qui amenait un but. Là, ça a été solide du début à la fin. J'ai beaucoup aimé ses relances. Placé à gauche avec ses relances sur le côté, il a été très intéressant. Je trouve il a été très propre, il a très peu monté le ballon au pied, je pense qu'il n'a pas pris de risque, et tant mieux, il a laissé ça à Medina, et quand on a rebasculé à 3, bah, c'était lui qui était au centre, il a été très intéressant. Moi je trouve qu'il fait un bon match, voilà, j'ai bien aimé ce qu'a montré Sarr. C'est pas loin quand même d'être un pari réussi, même s'il fait quelques boulettes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est normal, il manque clairement de rythme, mais je trouve que c'est pas mal. Moi je trouve que le pari Malang Sarr, qui n'a pas joué depuis 1 million d'années, est pas loin d'être un pari quand même somme toute correctement réussi. J'ai mis la même note à Medina, j'ai mis 7. Moi je trouve qu'il a fait un bon match, que ça soit en latéral, où il a été intéressant défensivement et aussi dans ses combinaisons. Malheureusement il n'est pas très aidé avec Fulgini, et c'est lui qui a porté le plus offensivement qu'à Fulgini, ça donne une idée de la note de Fulgini. Et quand il a rebasculé à 3 derrière, bah, il est encore plus à l'aise. Maintenant, pour lui et pour sa carrière, le poste de latéral est important. Faut quand même savoir qu'en équipe nationale argentine, c'est ce poste-là qui pose problème. Et qu'il essaye un petit peu de se placer en latéral gauche à Lens pour pouvoir être encore plus à même de prendre ce poste-là en équipe nationale en tant que titulaire ou en tant que rota à ce poste-là, parce que c'est assez vieillissant à gauche. Je sais plus c'est qui joue, je suis pas un spécialiste de l'équipe d'Argentine, mais je crois qu'il a déjà pas mal d'âge, le titulaire à ce poste-là en équipe nationale. Et le fait qu'il se replace en latéral gauche, c'est un accord en commun avec Steele. C'est-à-dire que lui, il veut se perfectionner sur ce poste et il veut absolument faire les choses de fort belle manière, et il veut appréhender ce poste-là de manière assez constante. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de sa part. La meilleure note de la défense, c'est bien sûr Frankowski. Il fait un très bon match défensivement. Il a été super bon. Il a pas mal sauvé le cul un peu à Gradit de temps en temps quand il était un peu en difficulté. Parce que même si Gradit fait un bon match, je trouve qu'en fin de match, il était un peu dans le dur. Mais après ça, c'est logique parce que physiquement, c'est difficile. Et que bah, il a une perte de vitesse. Hein. Il vieillit un petit peu et je trouve qu'il l'a pas mal secondé. Buteur très calme sur son plat du pied où il a fait le geste qu'il fallait sur une passe de Medina. D'ailleurs, passe décisive de Medina, j'ai oublié d'en parler, mais enfin, ça ne change pas sa note, hein, c'est 7, il fait un bon match. Donc en tout cas, voilà, pour Frankowski, je trouve que depuis que Will Steele est passé à 4 et qu'il a moins d'efforts à faire, moins d'essuie-glace, il a retrouvé un second souffle. Et on retrouve le très bon Frankowski qui fait partie des meilleurs passeurs et buteurs à son poste en Ligue 1. Il a déjà marqué 4 buts cette saison. Bah, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien et qu'il revient bien et que moi je lève autant à 4 derrière qu'à 5. Mais à 4 il fait moins d'efforts. Donc c'est vrai que bah, du coup en deuxième mi-temps il avait le péchon et il a pu se projeter. En tout cas c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Thomasson. Alors Thomasson, moi je vais peut-être faire crier mais j'ai mis la note de 5. Je trouve que le match est assez moyen. J'ai trouvé que même si techniquement il s'en sortait pas mal, il a fait pas mal de passes dans le vide, il a raté pas mal de relances qui devaient être plus précises dans certaines des transitions, notamment en première mi-temps. Même si le reste de la seconde mi-temps est assez correct, je trouve que bah, malheureusement il est un petit peu dans le dur et physiquement il peut pas tenir 90 minutes.
C'est pour ça aussi que c'est bien que NEA enchaîne un petit peu, parce que moi je trouve que il faut que NEA puisse se prendre le relais de Thomasson. Et j'aimerais bien voir NEA Diouf titulaire. Mais en tout cas, moi je trouve ça moyen. J'ai pas forcément super aimé son match. Mais c'est pas un match catastrophique non plus. Il a pas fait un mauvais match, mais je trouve pas que c'était pas tété. El Ainaoui, alors, El Ainaoui, je vais en parler un petit peu. J'ai mis la note de 7. Je trouve qu'il fait un bon match. Maintenant, il fait un bon match à son poste, hein, c'est-à-dire milieu de terrain défensif. C'est-à-dire que et lui et Thomasson avaient pas une puissance de projection. Et ça a manqué un petit peu en première mi-temps. Par contre, à la récup, il a été hyper bon. Au niveau des relances, des passes, il est très très intéressant. Parce qu'il est techniquement très propre. Mais c'est pas un box-to-box. C'est pas son rôle. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu mets NEA Thomasson, ça fait doublon. Voilà. Et moi, je pense que NEA Diouf, ça fait pas doublon, c'est complémentaire. En tout cas, j'ai trouvé que son match était bon à la récup. Il monte en puissance, il a besoin d'enchaîner. Mais je sais pas, sincèrement, s'il va pas finir par mettre Diouf et NEA au milieu de terrain. Avec un Thomasson qui soufflerait. Après, ça va dépendre de qui va être capitaine derrière. Parce que si les ailiers arrivent, je pense pas que Sotoka va continuer d'être titulaire, ni Fujini. Donc est-ce que Thomasson va devoir être sur le terrain pour être titulaire? Être capitaine, je sais pas trop comment il va tourner ça, notre ami Will Steele. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai bien aimé le match de NEA parce que c'était quand même assez intéressant. Ah là, c'est beaucoup moins intéressant parce que sincèrement, c'est pas tété quoi. J'ai mis la note de 3 à Sotoka. Hein. Sotoka, il fait un mauvais match. Hein. Voilà. Quand il faut passer, il passe pas. Quand il faut mettre sur le côté, il met dans le centre. Il y a plein d'occasions où il doit frapper, il frappe plus. Il a plus aucune confiance dans ses frappes, ce qui pose un énorme problème d'efficacité puisque comme on tire jamais de loin, on fait jamais reculer la défense. On crée pas de brèche puisqu'ils savent très bien qu'on va jamais tirer. Donc il fait un mauvais match. Voilà. Il a jamais véritablement passé ses vis-à-vis. Voilà, il a aucune percussion, il a aucune qualité pour jouer ailier. Ça, il y peut rien parce que c'est pas son poste. Mais enfin, il peut quand même essayer de frapper au but, hein, parce que c'est voilà. La seule fois où il a frappé au but, c'est une frappe de Poussin complètement ratée. Donc voilà, c'est un mauvais match encore une fois, une prestation pas au niveau d'une équipe qui ambitionne de jouer l'Europe. Donc moi je pense qu'il faut qu'il aille sur le banc et qu'on recrute un ailier pour prendre sa place et que je pense que il aura marqué le club parce que c'est quelqu'un qui a marqué le 21e siècle à Lens, faut quand même le dire aussi, parce que ou au moins les 15 dernières années. C'est un pilier du renouveau lensois, personne ne peut enlever ça à Sotoka, je ne me permettrai pas de faire ça parce qu'il a été très bon, il a compté. Mais il est en fin de cycle et il est en fin d'air chez nous, quoi, clairement. Donc je pense qu'il est temps que il continue sa carrière dans un club peut-être qui sera plus adapté pour lui, parce qu'aujourd'hui avec Will Steele, il a plus sa place dans le 11 de départ. Au moins dans le 11 de départ. Après dans le groupe il est hyper important, il fait partie des piliers, mais à un moment donné c'est le football, ta carrière à un endroit elle finit par s'arrêter ou elle prend une autre forme, mais pas celle d'un titulaire dans cette équipe là en tout cas. Voilà. Avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Parce que moi je dirais jamais que Sotoka il est nul. Mais parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, il n'est pas adapté à ce poste-là. Il fait pas un bon match du tout. Et un qui fait encore moins un bon match, c'est Fujini. Très mauvais match, catastrophique. On se demande ce qu'il fout là. Aucune envie, aucune passe, aucun dribble quasi réussi. Il centre jamais. C'est Medina qui doit limite prendre la responsabilité de centrer. Enfin bref, il fait n'importe quoi. Il fait des dribbles, il fait des gestes techniques au milieu du terrain alors qu'il est en infériorité numérique par rapport au pressing angevin. C'est catastrophe sur catastrophe et c'est un très mauvais match. Il est temps qu'il s'en aille, lui. Il est temps qu'il s'en aille parce que c'est vraiment une énorme déception. J'ai tellement été hypé par sa signature. Je le dis tout le temps parce que je vais pas dire je sentais qu'il allait foirer parce que c'est complètement faux. Moi j'espérais revoir l'Angelo Fujini d'Angers, mais j'ai vu rien du tout, quoi. J'ai vu un Angelo Fujini qui n'est pas à la hauteur et qui aujourd'hui fait que quelques petits trucs qui tient la route. Le reste c'est catastrophique, donc c'est un très mauvais match. Alors, nos deux offensifs, que ça soit Kouyalicou ou Nzola, j'ai mis la note de 4 à Nzola parce que c'est insuffisant, parce que dans la finition il doit mieux faire. Steele l'a dit, hein, par rapport à sa compo, s'il fait pas le contrôle de Brun sur le superbe centre, il y a but. Il doit bien mieux faire sur cette occasion, et s'il y a but sur cette occasion, en première mi-temps on n'a pas du tout la même analyse que ce qu'on dit certains par rapport au fait que le changement amène
la victoire lensoise. Je pense qu'on peut marquer des buts en première mi-temps, mais que nos deux attaquants n'ont pas été bons. Après, il est très intéressant dans son apport par rapport à la défense. Il les a bien embêtés, mais le problème, il faut qu'il soit un peu plus réaliste. Il fait une jolie frappe hein, sur le but où il est en jeu, je crois. Voilà, elle est pas facile à mettre. Malheureusement, ça doit mieux faire et ça doit être meilleur. Voilà. Koyalipou, j'ai mis la note de 4. Alors, il était dans un système à 2 avec un pivot qui est Nzola, mais j'ai trouvé vraiment que certaines de ses frappes étaient mauvaises. Il a fait du tir-touche. Enfin, c'était beaucoup moins bon que ce qu'on a vu avant. Et il doit montrer mieux que ça. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Hein. Je pense que il doit prendre la mesure de la Ligue 1. Après, techniquement parlant, il est quand même assez bon. Je trouve qu'il a une bonne capacité technique à rendre propre les ballons. Mais il doit être meilleur dans la finition. Parce que là, s'il chope le virus de l'équipe, on va être un peu emmerdé. Maintenant, voilà, faut lui laisser du temps. Mais je trouve ça malheureusement insuffisant sur ce match. Les deux n'ont pas été à la hauteur. Et donc, on va passer au remplaçant. Donc, avec Machado qui est rentré. Machado. Tchouk. Ah, c'est la dernière, excusez-moi. Machado, la note de 8, il fait une excellente rentrée, enfin une très bonne rentrée, pardon, 8 c'est très bon. J'aurais pu même mettre 9, mais on va mettre 8 quand même. Il fait une très bonne entrée parce qu'il a complètement bouffé le côté gauche comparé à Fulgini, il n'y a rien à dire. Limite, moi je mets Machado en ailier. Enfin, je pense qu'à un moment donné, Will Steele va finir par le faire. Il va mettre Franco en ailier avec Aguilar en latéral droit, et puis il va mettre, comment il s'appelle, Machado en ailier gauche, avec Medina en latéral gauche. Je suis persuadé que ça fonctionne. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'il est capable de le faire. Hein. Sincèrement, Machado, il fait une entrée, il les a bouffés techniquement, défensivement, il a été bon. Il est sur le 1-2 ou sur le décalage de Medina sur le but. Il apporte monstrueusement. J'ai vraiment aimé son entrée. C'est un joueur qui doit rester chez nous parce que beaucoup disent si tu passes à 4, faut le vendre. Bah non, il est capable de jouer ailier gauche, ce joueur. Il a largement les capacités de le faire. En plus, il est capable de marquer des buts. Il est complet, ce joueur. Hein. Pour moi, dans une rota d'ailier, il a largement sa place. Diouf, moi je suis désolé. Moi je le dis. Moi j'ai pas la haine de Diouf comme certains. Hein. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Voilà, il fait une bonne entrée. Il a récupéré plein de ballons. Il s'est projeté. Maintenant, il a quand même réussi à faire 2-3 passes intéressantes. Mais je trouve que voilà, son entrée, elle a été intéressante. Il a ramené du punch au milieu de terrain. J'ai bien aimé son entrée. Maintenant, il faut qu'il soigne sa prise de décision sur les 30 derniers mètres. Il faut qu'il arrive à évoluer là-dessus. Il n'y a pas à chiquer pour qu'il passe un palier. On est tous d'accord là-dessus qu'il faut qu'il améliore ça. Mais en tout cas, son entrée était bonne. Une entrée qui a été pas bonne du tout. Miskin, c'est Saïd. Hein. Saïd, je mets la note de 2. Il fait une très mauvaise entrée. Il avait pas envie d'être là. Il a rien foutu. Il a pas touché un ballon. Il a touché un ballon, je crois. Il rentre à la 81e. Je crois qu'il touche son premier ballon à la 87e, je crois. Enfin bref, il est là. On se demande ce qu'il fout sur le terrain. Le mec est complètement pas là. Voilà, il doit mieux faire. Et beaucoup l'ont comparé à R9 dans la finition parce qu'il dribble 5 joueurs, il met un but. Alors ce qu'il a montré, c'est loin d'être R9. Hein, c'est R5. C'est une R5. Mais non, c'est pas. Voilà, faut qu'il s'en aille aussi. Mais... Sincèrement, je préfère voir un Diliwidi ou un Capuano hein, que de voir Wesley Saïd rentrer. Hein. Voilà, moi je le dis. J'ai rien contre lui, hein. Encore une fois, hein, on parle de football, hein. Moi je parle pas de la personnalité hein, des gens. Moi je parle footballistiquement parlant, j'ai pas envie de voir rentrer Wesley Saïd, moi je le trouve pas bon. Voilà, c'est tout. Et il est pas bon depuis un moment déjà. Même s'il a fait une saison plutôt correcte l'année dernière, même s'il a des trous énormes, cette année c'est catastrophique. Il enchaîne blessure sur blessure et quand il revient il est pas bon. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Aguilar, j'ai mis la note de 4. Hein, j'ai trouvé ça insuffisant, hein, parce qu'à un moment donné, il a un bon ballon, il fait un centre au 3e poteau, il doit s'appliquer plus. Moi, j'ai trouvé qu'il devait apporter plus. Bon, après, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais j'ai trouvé ça un peu insuffisant pour Aguilar. Voilà, mais j'attends un petit peu mieux de ce joueur-là, parce que je l'aime bien en plus. Voilà, on verra bien s'il reste à Lens ou s'il repart à Montpellier. Je sais pas ce qu'il en est, mais il y avait des échos d'un retour à Montpellier où il souhaitait aider son club. On verra ce qu'il en est. Après, est-ce que Lens est vendeur? Je sais pas. Est-ce que Lens sera satisfait d'un prêt? J'en sais rien. Mais je pense qu'ils veulent, s'ils veulent le voir partir, ils vont le vendre. Hein. Je pense que voilà. En plus, on l'a acheté 3 millions. Donc...
Il y a moyen peut-être de leur vendre au même prix puis leur faire une culbute parce qu'on économisera un salaire. Donc comme il a fait déjà une saison, au final t'es gagnant si tu le vends 3 millions, t'es un peu gagnant quand même. Et la dernière c'est Zaroury. Bah Zaroury, on sait rien. Je sais pas, il a pas touché beaucoup de ballons Zaroury, je crois. Il a fait un bon geste technique, donc bon, c'est compliqué à noter. Bon, on va dire qu'il a fait une entrée correcte parce que il a pas fait de perte de balle, donc voilà. J'ai mis la note de 6. Parce qu'il a pas fait de bêtises, mais on l'a pas vu beaucoup, il est rentré en fin de match. Mais techniquement, il avait fait 2-3 trucs intéressants, je crois. Donc on va dire entrée correcte. J'ai mis la note de 6 à Will Steele, bah c'est correct, hein, parce qu'il fait une compo à 4 derrière qui tient la route. Il fait le changement quand Sotoka se blesse en faisant rentrer Machado. Bah l'entrée est plutôt intéressante. Donc voilà, match correct de Will Steele, même si malheureusement il n'a pas ce qu'il faut pour jouer à 4 derrière. Donc malheureusement il peut pas faire autrement. Voilà. L'arbitre, bah moi j'ai mis la note de 6 à l'arbitre, je sais plus c'est qui, enfin, bref, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve que l'arbitrage est correct. Après la main sur la tête de... Il y a tête et main, enfin bref, c'est pas un scandale qui siffle pas penalty, c'est pas un penalty hyper scandaleux quoi. C'est voilà, le geste de la main et moi je trouve qu'il est naturel, il enlève pas le ballon de manière volontaire. Le geste de la main est naturel, ça dévie le ballon. Bon. Voilà. Je trouvais pas qu'il y avait matière à siffler un penalty, que c'était pas un scandale s'il sifflait pas. Voilà. L'ambiance, malgré le froid, j'ai trouvé plutôt qu'il y avait une bonne ambiance. Hier, moi je trouvais que c'était sympa. Même si on était coupé en deux par le froid, moi j'étais raide, transi, j'avais mes mains, ils étaient gelés, mais je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Et personne s'est fait casser la gueule, il n'y a pas eu de sang sur les marches de Bollard, parce que ça c'est quand même scandaleux ce qui s'est passé. Mais voilà, note de 7. Voilà un peu pour les notes. Je pense que j'ai oublié personne. On va passer au débrief. C'est parti pour le débrief. On y va pour le débrief avec une première mi-temps à 4 derrière. J'ai trouvé très solide. Les Angevins nous ont très peu embêtés. On a eu pas mal la main mise sur le ballon. Le problème, c'est ce réalisme offensif complètement dégueulasse. Avec des ailiers pas au niveau du tout qui nous ont plombés. Hein. Et un Enzola qui rate l'immanquable. Je pense qu'à 1-0, il n'y avait pas de débat et on ne parlerait pas de ce fameux changement de tactique qui nous a fait gagner parce que le match, tu dois le gagner déjà en première mi-temps. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Will Steele et moi, je trouve que pour le coup, Will Steele, il est vachement alerte là-dessus parce que son analyse, elle est bonne. Si Enzola marque le but, on ne parle pas du tout de ce changement tactique et il aurait eu lieu parce que je pense que la blessure de Sotoka fait qu'il est obligé de passer à 3 derrière parce qu'il n'a pas d'ailier droit. Et qu'il est obligé de changer le système. Donc je pense qu'il aurait quand même changé de système. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette première mi-temps. J'ai trouvé qu'on jouait vite, qu'on était rapide. Après, à un moment donné, on s'est un peu endormi parce que je pense qu'il y avait un peu la pression de ne pas avoir marqué. Les Angevins jouaient beaucoup en transition rapide. On les a plutôt bien bloqués à 4. Le duo Grady-Sarr a été très solide. Frankowski a été hyper bon et Medina a fait le boulot. Mais voilà, après au milieu de terrain, le problème c'est que t'as pas de box-to-box. Donc ni Thomasson ni NEA se projetaient. Donc il n'y avait pas cet apport dans l'axe pour essayer d'attirer un peu la défense. Et surtout, on n'a pas tiré de l'extérieur. Sotoka a eu 1 million d'occasions de tirer. Il a jamais tiré. Il a absolument plus le mojo pour frapper. Ça pose un énorme problème. C'est pour ça aussi qu'il faut un ailier capable de frapper du gauche ou... Le fameux Agbonifo, il est gaucher et il joue à droite, il revient sur son pied gauche, il enroule, ça crée du danger et de l'incertitude, c'est-à-dire que tes défenseurs, s'ils savent que tu es capable de tirer hors de la surface, ils ont la tendance de pouvoir quand même essayer de venir t'empêcher de tirer, ça crée des espaces pour tes attaquants. Là, c'est absolument pas le cas. Angers, toute la première mi-temps, ils savaient qu'on n'allait jamais tirer. Donc voilà, il n'y a eu qu'un seul tir, je crois que c'est Fulgini qui tire à un moment donné, si je dis pas de conneries. Et bon, il cadre pas, mais c'est trop maigre, et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors bien sûr, Sotoka se blesse en fin de première mi-temps sur un choc. Une petite torsion, je pense, au niveau de la cheville, un truc comme ça, je pourrais pas en dire plus, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, pour cette première mi-temps-là, moi je trouve que ce passage à 4, mis à part que t'as pas d'ailier, il est plutôt intéressant défensivement, on a été très costaud. Et bizarrement, et c'est là, et je suis d'accord avec certains, dont je fais coucou à l'expat d'ailleurs, parce qu'on en a pas mal parlé, mais je n'ai pas parlé qu'avec lui, j'en ai parlé avec d'autres, on a à peu près la même vision des choses. C'est-à-dire que tu passes à 3 derrière, mais tu prends beaucoup plus d'occasions qu'en première mi-temps. Parce que le passage à 3 derrière nous rend plus
perméable défensivement, je vais y revenir. Et d'ailleurs, quand tu vois, le problème, c'est pas d'être à 4 en première mi-temps, c'est que tu cadres aucune de tes frappes. T'as 9 frappes, t'en cadres pas une. Ça pose un énorme problème. C'est pas le passage à 4 qui fait que tu cadres pas tes frappes. Donc voilà, et à un moment donné, le changement, ça te fait pas cadrer tes frappes. Hein. C'est juste que Frankowski, il cadre mieux que Enzola et Koyalipou sur ce match. Mais le passage à 3 nous a rendu plus fragiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des décalages dans cette défense à 3 qui fait qu'il y avait plus d'espace et on a pris plus de contre-attaques par Angers. Et bizarrement, tous ceux qui disent qu'on est plus solide à 3, c'est complètement faux parce qu'on est beaucoup plus solide à 4. Et j'ai trouvé qu'on était plus mis en danger dans une défense à 3 que dans une défense à 4. On marque, c'est vrai, le but du 1-0 avec ce changement de stratégie. Machado qui fait une super rentrée, décale avec Medina qui peut-être se projette un peu plus. Il a peut-être un peu plus l'habitude de se projeter en défenseur axial gauche dans une défense à 3. Enfin, ça change pas que c'est pas ça qui fait qu'on gagne ce match. Ce qui fait qu'on gagne ce match, c'est Frankowski, il s'est cadré un ballon. Derrière, je trouve qu'on n'a pas été plus dangereux offensivement que ça, même s'il y a une belle frappe de Denzola qui est hors jeu, il y a but. Bon, c'est dommage. Ça aurait pu quand même permettre à Enzola de prendre de la confiance et d'enchaîner les buts. Mais Koyalipou, il n'a pas été meilleur parce qu'on jouait à 3 derrière. Il a toujours été aussi maladroit, on va dire. Donc voilà. Et derrière les changements, de Machado, Wesley Saïd a rien apporté. Bon, Diouf a apporté pas mal de choses parce qu'il a récupéré des ballons. Et puis voilà, mais je trouve pas que les changements ont apporté une stabilité défensive. Donc au final, je trouve que cette deuxième mi-temps, elle était moins costaud défensivement et elle apportait pas plus offensivement. Donc je trouve que c'est pas forcément une histoire de changement de système. C'est une histoire de bonhomme. Moi je pense que quand on va recruter un ou deux ailiers, on y verra plus clair dans l'animation et je pense que ça va apporter et que le débat sur ce fameux système, et je suis d'accord avec Wistil, ça sera plus un débat. Parce que si on est bon à 4 derrière, parce qu'offensivement on est meilleur, ben on parlera plus de cette défense à 3. Voilà. Surtout si en plus t'associes Djoumaba avec Danso, ça va être hyper costaud parce que Djoumaba ça a l'air d'être un sacré buff en termes de vitesse, de puissance et défensivement, vous allez voir que c'est très intéressant. Voilà, j'en ai reparlé avec des gens qui suivent un peu niveau scouting. Pour eux, c'est un excellent choix de le prendre. Voilà, c'est un guerrieros et en plus techniquement, il est pas maladroit. Donc il va pouvoir aussi remonter ballon au pied. Donc on a hâte de voir ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Voilà un petit peu pour le débriefing, parce que c'est intéressant quand même de voir que c'est pas forcément le changement de système qui te permet de mieux jouer. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec Wistil là-dessus. On y va, on part sur la conclusion. Ben, la conclusion, c'est qu'on a gagné ce match, qu'on se rapproche des places européennes. On est 7ème actuellement, puisque Nice a gagné face à Marseille, donc nous a remis 3 points. Mais Lyon et Lille n'ont pas fait de bons résultats, d'accord? Et donc ça permet à Lens de recoller à ces équipes-là. Et donc on est à égalité avec, on va dire, les 5-6 premiers. Et puis la 4ème place, on est à 2 points, si je dis pas de bêtises, je crois. On est à 3 points de la 4ème place, puisqu'on est à 3 points des Niçois. Et on est, je crois, à 2 points de la 5ème place. Un truc comme ça, non? Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Lille 5ème, Lyon 6ème et nous 7ème. Et puis il fallait gagner parce que Brest revient comme une boule de feu là, donc je veux dire les 5-6 premières places c'est pas encore fait hein, dans ce championnat là. Hein. Le mois de février risque d'être extrêmement important pour toutes les équipes du haut de tableau. Il va falloir engranger les points assez rapidement et donc cette victoire là nous fait du bien. Au final avec 30 points en 19 journées, je crois que c'est le deuxième meilleur ratio depuis qu'on est remonté en Ligue 1, comme quoi Will Steele apparemment pas bon et moins fort que Hayes, bah, il a des très bons résultats avec une équipe en carton, il faut le dire, moi je le dis, parce qu'il n'a pas l'équipe qu'il veut, et on a hâte de voir ce que ça va donner à la fin de ce mercato. On est tous dans l'expectative et on a tous hâte que ce mercato termine et que les recrues arrivent et que les mecs partent qui doivent partir, parce qu'on a hâte de voir Will Steele avec de la matière un peu plus appropriée, et là on l'attendra vraiment au tournant, parce que s'il veut mettre un 4-4-2 avec des ailiers, moi j'ai hâte de voir les choix. Bien sûr Lopez aussi sera attendu au tournant puisque c'est lui qui va aller chercher les gars, donc on va l'attendre aussi au tournant, mais pour l'instant on va attendre et on va analyser tout ça à la fin du mercato. Mais en tout cas
le bilan est là. Le bilan est loin d'être mauvais. Même si cette année, je trouve que le championnat n'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est un championnat un peu de transition. On verra bien ce qui va se passer. Surtout que si le PFC arrive à monter, pour l'instant ils sont 3e, il y aura un mastodonte qui va arriver, parce que pour l'instant, ils ne lâcheront de pognon que quand ils arriveront en Ligue 1. On verra ce que va donner ce championnat avec un deuxième mastodonte. Est-ce que ça va pas remonter les choses? Est-ce que au niveau des droits télé, s'il y a deux grosses équipes, est-ce que le prochain le prochain diffuseur va pas mettre un peu plus de pognon? Donc faut attendre un petit peu. Je pense que c'est une Ligue 1 de transition avec DAZN qui va sûrement se casser la gueule à un moment donné, parce que au niveau des abonnés c'est n'importe quoi, et que en même temps payer je sais pas combien d'euros pour juste la Ligue 1. Je pense qu'une chaîne de la LFP avec la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de France et la Ligue 3, s'ils font une Ligue 3, moi je mets 25 € dessus sans problème, parce que ça fait beaucoup de foot. Et voilà, et même si la Coupe de France, s'ils ont l'idée de jouer la Coupe de France en clair via l'application LFP TV, machin, ils vont avoir beaucoup de vues, parce que là, au final, la Coupe de France sur les chaînes en clair, ça fait 2, 3, 4 millions de vues. Donc je pense que cette chaîne-là, LFP, devrait se mettre en place. Et là, j'hésiterai pas à mettre 20 balles si j'ai tout ça en match de foot. Voilà. Après, bah, les matchs de l'Europe, ils pourront pas tout acheter les droits, mais au moins les droits domestiques, si tu as tout ça de mis en place, je pense que c'est une bonne chose. Voilà un petit peu. Alors la projection, c'est Montpellier qui est plutôt en forme, qui a gagné 2 matchs d'affilée. Nous, on se déplace plutôt bien à l'extérieur parce qu'on est assez solide. Et puis, est-ce qu'on aura les recrues mardi ou mercredi, c'est-à-dire demain ou après-demain, au niveau sportif? On verra bien. Donc, est-ce qu'on aura les mecs qui seront qualifiés pour Montpellier? On verra, parce qu'on joue vendredi. Donc, s'il y a des recrues, il faut qu'ils arrivent assez vite, hein. Mardi ou mercredi, sinon ils seront pas qualifiés. Sinon, bah, ils seront qualifiés pour le prochain déplacement. Je sais plus où on va, mais on se déplace 2 fois, je crois. Donc voilà. Mais il va falloir recruter. Il n'y a pas à chiquer. En tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions pour la fameuse FAQ. Oh là là. Mais merci pour vos questions sur la dernière vidéo. C'est bien. Vous êtes quand même assez sérieux et vous écoutez un peu. Ça va. J'ai pas une commu, on va dire des abonnés trop dissipés. Ils posent des questions, donc n'hésitez pas à continuer de poser des questions sur cette vidéo-là. Bien sûr, on s'abonne, on met la cloche. Enfin bref, mes doigts ils doivent pas être dans le bon sens, mais on s'en fout. On n'hésite pas à partager les liens, que ça soit la page Facebook, parce que j'ai une petite page Facebook. Le lien Twitter, le lien pour le monteur sont dans la description. On n'hésite pas, on continue à faire monter la chaîne. Ça monte. Où va ça va s'arrêter? Je ne sais pas, c'est la folie. Non, je plaisante. Mais c'est pas mal. Merci beaucoup à tous. Ciao. À la prochaine vidéo actu. Peut-être des shorts mercato si ça évolue. Et puis on passera à l'après-match. Lens Montpellier, il y aura la vidéo bien sûr actu de conf, parce que la conf sera sûrement mercredi, donc on fera peut-être une vidéo actu conf et actu bilan financier. Voilà un petit peu pour le topo. Salut les amis, ciao.